Je m'excuse de commencer ici, mais en fait, il y a un petit événement supplémentaire un petit événement qui va commencer, qui va faire débuter cette petite réunion. J'ouvrirai la séance dès que je serai assis de l'autre côté. Mais avant toute chose, nous avons l'honneur de féliciter M. Alain Lejeune, qui a reçu de l'Institut Royal des Études du Travail la distinction de lauréat du travail du secteur pharmacien, pharmacienne, assistante pharmaceutico-technique, et qui a été décerné le label de porte-étendard de la profession après une carrière excessivement bien remplie. On m'a demandé de remettre cette distinction lors d'un moment particulier, et à l'Université communale, pour l'annoncer à l'Échemins, me paraissait quelque chose de logique. Et donc, avant de remettre la médaille, et avant de céder la parole, si jamais tu veux dire quelque chose, je vous demande à toutes et tous de l'applaudir bien fort à la ce qu'il faut faire, donne-nous une définition correcte, et alors tu enverras ça au ministre
de la santé, parce que nous, on n'ose pas toucher à ça. Évidemment, dès le moment où la définition du générique a été faite, on a commencé à en chercher des puces. Parce que la grande industrie, évidemment, ne tenait pas du tout à ce qu'il y ait des génériques. Alors, avec des mouvements qui se sont inquiétés que ça n'allait pas plus vite le générique, et là, parmi ces mouvements-là, il y a eu les féminines, il y a eu les femmes prévoyantes socialistes, il y a eu toute une série de la prévoyance sociale, les mutuelles aussi bien chrétiennes que socialistes libérales, sont venus me trouver, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez avec les génériques? Alors, quand j'avais fait des calculs, en montrant le bénéfice que ça pouvait faire, d'abord pour les malades, tous ceux qui prenaient des médicaments, et ensuite le gain pour l'organisation de l'INAMI. Il y a 2 ans, l'INAMI a sorti un calcul et ils avaient gagné 1,2 milliard rien que sur les génériques. Et il y a eu au moins autant pour les médicaments non remboursés, pas de bénéfices directs pour le public. Donc ça, c'est un de mes travaux qui ont été les plus utiles, je crois, à la population en général. Et ça m'a fait, on m'a beaucoup tapé dans les tibias, je peux vous le dire. Et puis, quand les génériques sont arrivés, moi j'avais quitté l'industrie du médicament parce que je n'en pouvais plus, et on est venu me trouver, parce que j'avais créé une petite société pharmaceutique de consultants, et tous les grands qui m'avaient tapé dans les pieds sont venus me demander mais comment on fait un générique, et comment on peut l'enregistrer, etc. Donc là j'ai eu du travail pendant plusieurs années. Un autre sujet de mes fiertés, c'est à l'international. Vous savez que je suis un humanitaire qui a parcouru presque le monde dans les grandes catastrophes. Mais un humanitaire bénévole. Je n'ai jamais touché à fond sur ces histoires-là. Et là, j'ai pu aider des pays où il y avait des épidémies de sida. Et les épidémies de sida commençaient par les femmes. Alors, j'ai pu trouver, en réfléchissant et en trouvant petit à petit, quelque chose qui disait qu'il y avait une molécule quelque part, qui s'appelait la néphirapine, qui pourrait éventuellement être utile parce qu'elle ne passerait pas dans le sang des mamans qui nourrissent leurs bébés in utero, etc. J'ai fait faire des essais en Ouganda et ça a marché. Les femmes ougandaises qui avaient le sida, elles l'avaient vu, ne transmettaient pas à leurs bébés. Du coup, il y a plusieurs pays africains qui sont intéressés. Le pape Jean-Paul II s'y est intéressé, et on a eu l'opportunité en argent et également en pouvoir de distribution. Et alors, ça c'est ma deuxième fierté. Je ne vais pas raconter toutes les autres parce que j'ai fait également des cas beaucoup plus sérieux, et ça, je serai peut-être écrit un jour. Voilà un grand merci le travail que j'ai fait et je raconte cette petite histoire et pas publiée. Un ordre du jour que je vois
Madame Hollot et Charles Corré. L'une est retenue pour raison professionnelle, Charles pour raison personnelle. Je viens de m'avertir il y a quelques instants, je ne sais pas davantage. Deux petites choses avant le PV. Le premier, c'est que je vous propose le retrait du point 8 concernant le compte 2022 de l'Église protestante de Loire, car nous avons reçu un courrier de la tutelle, c'est ça? De la tutelle qui prolongeait la durée de vérification des comptes de l'Église protestante de Loire. Donc, je vous propose de mettre au voie le report de ce point-là. Anne-Michel? Oui. 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 Et oui. Et également, je vous propose, vu que le Conseil communal est maître de ces travaux, le report du fonds complémentaire qui a été déposé. Pour la raison suivante, c'est dans les délibérations du collège, il y a plusieurs semaines, nous avons demandé un avis juridique par rapport aux conventions de bail qui existent avec le CRCS et aux diverses possibilités qui existent pour se positionner. Donc, il y a certains éléments qui doivent être levés, soit par rapport au bail précédent ou par rapport au bail futur. Les possibilités qui existent pour la gestion future du CRC sont nombreuses. On peut très bien reconduire le bail à la SBL, on peut très bien vendre le terrain, on peut très bien renouveler, donner le bail à une autre institution, à une autre SBL. Je vous rappelle quand même que la tennis de table avait géré le CRCS pendant quelques années. On peut aussi reprendre la gestion au niveau communal et on peut aussi, le cas échéant, la prendre au niveau de la régie communale autonome. Mais pour ça, pour pouvoir exactement vers quoi on va, je pense qu'une analyse fine de la situation juridique du bien, du bâtiment, du terrain, permettra de voir plus clair. Donc je vous propose cette fois-ci de retirer le livre. Ok, mais alors, serait-il plutôt possible, si ça ne serait pas plutôt possible d'amender le texte en demandant alors que, parce qu'on avait demandé que pour septembre on ait une décision, mais alors que pour le mois de septembre on ait un compte rendu de ces avis, ces décisions, si bien sûr elles sont déjà rendues par l'avis juridique. Les comptes rendus seront connus pour le collège et sont des documents qui sont accessibles. Et donc ça fera partie du débat au niveau du Conseil communal d'office. Mais je trouve que s'enfermer dans un délai d'une part, et deuxièmement, d'office, on négociera pour le renouvellement du bail, avec des éléments dont on n'a pas connaissance aujourd'hui, je pense que ce n'est pas judicieux. Je dis, je répète, il y a plusieurs possibilités. On peut reconduire le bail à l'SBL, on peut redonner le bail à une autre entité comme les tennis de table, parce que ça a été fait une fois. Les tennis de table va gérer la salle. Ça peut être une reprise au niveau communal, au niveau de la régie, mais aussi une vente du bien. Une vente du terrain, mais pas du bien. Vente du terrain. Du bien. Tu as dit le bien. Le bien ne vous appartient pas. Le terrain vous appartient, mais pas le bien. L'assiette du bien. Oui. Oui. Moi, j'ai simplement une question de délai, parce qu'au final, le bail a expiré le 30 juin 2022, donc ça va bientôt faire un an. J'entends qu'il y a quelques semaines, vous avez demandé d'avoir une analyse juridique de la situation. J'ai pas vu dans les PV du collège, mais c'est bizarre. Enfin, voilà, je regarderai à nouveau. Mais voilà, je pense que pour la SBL, c'est quand même très indélicat cette situation où depuis un an, en fait, il n'y a pas de non plus de bail, en fait, non plus de bail sur le terrain. Donc, quels délais ont été mis pour cette étude juridique? Quand est-ce que les conclusions doivent être rendues? Je suppose qu'il y a une échéance, qu'il y a un marché public par rapport à ça. Donc voilà. Alors, ce qui est inquiétant dans ce qui est dit maintenant, mais je ne vais pas rentrer dans le fond du dossier, parce que le bail se terminait en effet en juin 2022. Pour l'instant, le bail continue, j'ai envie de dire, avec l'accord non dit de deux parties. C'est une continuité tacite, c'est pas une opposition
l'occupation aux jeunes de Tilly pour la fête de Tilly, qui nous a été refusée d'ailleurs. Mais on ne peut pas non plus jouer sur deux tableaux. D'un côté, dire qu'il n'y a plus de bail, et d'un côté, dire qu'on ne peut pas respecter le bail. Parce que si le bail n'existe plus, ok, la commune ne peut plus avoir d'occupation, mais s'il n'existe plus, ça veut dire que la SBL-CRCS ne peut plus occuper le bien non plus. Soit il n'y a plus de bail du tout, soit il y a encore un bail qui se continue de manière tacite, et dans ce cadre-là, alors, on exigera que l'occupation soit affectée et donnée aux jeunes de Tilly pour la fête, comme ça a été le cas les années précédentes, et je pense que c'est judicieux pour les jeunes de Tilly d'avoir le bâtiment à disposition. Oui. Oui. Moi, je ne suis pas spécialement au courant de cette histoire de jeunes de Tilly, donc je ne vais pas m'apaisanter sur ça. Je reprécise, ok, il y a une continuité du bail si on veut, mais ce que je soulignais juste, c'est que ça fait un an que la situation est en fin de bail, le 30 juin 2022, et que, en effet, pour la SBL, ce qui est, je pense, compliqué d'après les conversations qu'on a pu avoir, c'est que, comme ils ne savent pas comment ça va se passer à la suite, ils sont un peu bloqués, ils ne peuvent pas faire des investissements, etc., qu'ils souhaiteraient faire. Et donc, c'est pour ça. Et donc, ma question, je reviens à ma question. Ma question, c'est, je suppose qu'il y a eu un marché public par rapport à l'étude juridique en question, ou qu'en tous les cas, il y a un contrat ou n'importe quoi qui a été signé, enfin, normalement un marché public, et quels sont les délais de réception de l'étude juridique? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de délai particulier, il faut s'en sortir le plus vite possible parce que notre priorité est d'avoir une continuité du bien, une continuité de cette salle à disposition pour la population. La priorité, c'est que cette salle continue. Ça, c'est très clair. Mais je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que cette salle doit se retrouver dans les conditions nécessaires et utiles pour qu'elle soit pleinement déployée et qu'elle soit pleinement utilisée par tout un chacun. Et que donc, on ne soit plus dans une gestion à la petite semaine avec... il suffit de voir aussi l'état du bien. À un moment donné, on peut se poser des questions. Ça aussi, c'est un élément qui rentre en ligne de compte. Parce qu'on va céder quoi? Je ne veux pas rentrer dans le débat, mais on va céder quoi? Le bien dans l'état où il est? Ou alors on va céder le bien rénové? On va céder le bien... Parce que dans l'état où il est, je ne sais pas si on peut le faire. Je ne sais pas si on peut le faire. Okay. Parce qu'à un moment donné, il y a des problèmes, je ne vais pas terminer, à un moment donné, il y a des problèmes de sécurité qui peuvent se poser aussi, et donc ça aussi c'est notre responsabilité. Quel problème de sécurité? Tu emploies toujours des grands mots comme ça, sécurité, ainsi de suite. Mais quel problème de sécurité? Ce bâtiment est aux normes, il a été visité par les pompiers, et tout est en règle. J'entends ce que tu dis, j'entends. Alors, une deuxième question, quand on t'interroge pour ça, quand les gens du CRCS t'écrivent, ils t'ont écrit plusieurs lettres, il n'y a jamais de réponse. Il y a eu des lettres, des interrogations de la part des assurances, du service juridique, pas de réponse. C'est un peu surprenant, ça. On apprend des choses ici, et les gens qui sont concernés ne savent rien du tout. J'ai d'ailleurs copie des lettres ici. Il y a très bien, Jean-Pierre. Il y a deux éléments. La première, c'est que l'assurance qui nous a envoyé, malheureusement, il nous a envoyé avec des commentaires et avec des commentaires qu'il n'aurait peut-être pas dû nous envoyer parce qu'on savait au moins à quelle destination était faite la lettre. Ça, c'est pas très malin. D'une part. Deuxièmement, alors, quand c'est en termes de réponse, je suppose, Jean-Pierre, que ça va dans les deux sens. Lorsque le représentant communal à l'Assemblée générale en 2022 pose une question statutaire. En quelle année? L'année passée, à l'Assemblée générale. Il n'était pas là. Non, c'est... Justement, il pose une question par retour de mail, une question statutaire qui n'est pas répondue. La réponse, ça va dans les deux sens, Jean-Pierre. Et donc, ça aussi, ça fait partie des vérifications. Et ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit quand j'ai reçu les responsables du CRCS, pas les responsables. Ceux qui sont présentés comme étant responsables du CRCS. C'est une ASBL avec beaucoup de sociétés, et tous les statuts sont en règle. Je t'entends, Jean-Pierre, mais il y a toute une série de vérifications qui sont en cours. Parce que tout ça, c'est écrit. Hein. Par contre, il y a des choses que tu as dit. Par contre, il y a des choses que tu as dit. Hein. Tu as dit, on a voulu vous donner 500 000 €, ainsi de suite. On voudrait voir des écrits de tout ça. Hein.
Ce sont des paroles, ça. Mais des écrits, il n'y en a jamais eu. Si tu sais en donner, ben donne-les. Mais il n'y a jamais eu d'écrit de tout ça. Jean-Pierre, je te proposerais de lire clairement le plan d'entreprise de la Régie communale autonome à l'initiale. Les investissements, ils sont dedans. Clairement. Noir sur blanc, tu les as votés ici. Non. Ouais. Non. Je les publierai, si tu veux, avec grand plaisir après la réunion. Non. D'ailleurs, bien sûr aussi, d'une part. Deuxièmement, les responsables du CRCS à l'époque ont été reçus au complexe sportif par le directeur du conseil d'administration dans lequel ça a été expliqué. Non, tu n'as pas voulu l'entendre, j'entends bien. Je ne vais pas te le passer, ça ne sert à rien de pleurer sous le lait répandu, c'est le permis qui te le dit. Mais néanmoins, je peux te dire que oui. Mais quand tu dis que la SBL est en ordre, oui, j'entends. Mais on fera quand même confirmer, et là il y a plusieurs personnes qui sont autour de la table, de la majorité comme de l'opposition, qui peuvent quand même confirmer que les comptes de la SBL 2019, 2020 et 2021 ont été approuvés en une séance en 2022. 3 ans de comptes qui ont été approuvés en une fois. Tout ça, c'est faux. C'est faux. Et on peut te donner les accusés de réception de tout. Comme le dernier où on a rentré les comptes au DREF, j'ai l'accusé de réception ici. Hein. Oui. Et qu'est-ce qui est dans l'accusé de réception, s'il te plaît? Donc, concernant le CRCS, la SBL a remis toutes les modifications de statut, ainsi que tout ce qui concerne la SBL, c'est-à-dire les comptes et ainsi de suite. Voilà, l'accusé de réception est ici, signé par le greffe. Et ça va être d'ailleurs publié incessamment, il faut un certain temps. 2022, ça va être publié. Mais ce sera publié. Et c'est aussi un peu malheureux que ce soit ici autour de la table qu'on doive expliquer tout ça, et que vous avez des représentants qui ne daignent même pas venir, et qui sont invités, qui ne daignent même pas venir à l'Assemblée générale pour un peu expliquer ce qui se passe. Je voudrais quand même préciser, parce que c'est moi qui ai dirigé là directement, c'est que j'étais à l'étranger cette semaine-là, et que ça peut arriver à tout le monde, pour des raisons professionnelles. La deuxième chose que j'ai appris, j'attends toujours la réponse sur les comptes 2019, 2020, 2021, qui a été posée à mon président. Et je l'ai posé par mail. Et elle n'a jamais répondu. Mais même les comptes, vous les avez eus ici, puisque c'est les comptes, on doit remettre les comptes pour toucher le subside. Donc les comptes, vous les avez eus. Autrement, on n'aurait pas les subsides. Bien sûr, on a touché les subsides chaque année. Et chaque année, nous avons remis les comptes. Allez. Une suspension de séance de 5 minutes pour que je puisse vous démontrer la réponse que je veux. Vérifiez la comptabilité, vous verrez bien si vous n'avez pas les comptes et les budgets. Tu les as bien compris. Je vais en profiter pour aller.
J'ai reçu jusque vendredi. Et là, j'ai été voir Et alors, super récolte. Mais comment toi? Non, mais c'est quelques hélicoptères. Oui, mais les couteaux ne sont pas utilisés. Il faut utiliser les couteaux. Je suis sorti voir. Ça, c'est un faux subtil. C'est comme un palme. C'est tout. En fait, on n'a rien. Simplement, le jour ne sont pas en danger. Voilà, je vous propose de prendre la séance. Nadia n'est pas encore là. On va partir à la toilette. Je suis là. Oui. Les verts, les bleus, ouais. Je gère la situation. J'ai fait le dessin. De façon à ce que chacune et chacun puisse vérifier, le tribunal d'entreprise du Grand Morallon a reçu le 6 juillet 2022 au greffe le procès verbal de l'AG du 7 juin 2022 du CRCS. Je lis son point 2. Rapport de la trésorière, approbation des comptes 2019, 2020 et 2021. Je verrais bien à la tête de l'opposition ici si on approuvait 3 comptes en une. Bref. Oui. Oui, je propose qu'on fasse un bond dans le présent au 14 juin 2023. Et donc, puisque la raison du report du poids, rassurez-vous, je ne vais pas demander une suspension de séance. Je ne vais pas demander, je dis rassurez-vous, je ne vais pas demander une suspension de séance, mais puisque le report du poids est basé sur le fait qu'il y a cette fameuse étude juridique en cours, et donc, comme je disais, il doit y avoir un marché public ou une commande dans tous les cas quelconques, est-ce que c'est possible qu'on nous envoie dans les prochains jours ça, puisque nous on n'est pas au courant, et donc ça aurait été judicieux de l'envoyer peut-être avant le conseil. Ça aurait été plus fair-play, je pense. Mais donc voilà. Et donc, est-ce qu'on peut nous l'envoyer dans les prochains jours, pour que nous sachions, en fait, ce qui a été demandé exactement comme étude juridique et quel est le scope, quelle est la commande, quoi. Merci. Vous enverrez la délibération du collège. Robin.
Bon, là, je ne me fais pas de doute que le point sera retiré, sauf majorité alternative, ce qui m'étonnerait. J'aimerais quand même mentionner que ce n'est pas normal de la part d'un pouvoir public de ne pas avoir été prévoyant, d'avoir négocié et décidé à l'avance de ce qu'on allait faire du contrat de bail. Qui plus est, j'ai entendu l'argument qu'on ne va pas faire une gestion à la petite semaine, on est dans une gestion à la petite semaine. Ça aurait dû être réglé il y a 1 an, si pas 2 ans, bien à l'avance, négocié, et on ne serait pas là maintenant en train de se disputer sur des petits chiffres, etc. Et tout. C'est de la mauvaise gestion pure et dure. Pour le retrait du point, Michel? Oui. 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 Abstention. Abstention. Attention. Abstention. Oui, oui. 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 Alors, Je voudrais encore dire ceci. Il y avait une note de synthèse, je trouve dommage qu'on n'ait pas pu quand même, puisqu'il y a quand même du public, lire la note de synthèse pour bien prouver quand même qu'il y a quand même, allez, je vais dire, la mauvaise volonté, je vais dire, la mauvaise volonté de la part du collège, puisque vous parlez que c'est le collège, de ne pas vouloir régulariser cette situation. la volonté justement de pérenniser. Et je serais curieux d'aller voir les délibérations du collège pour voir où ça en est. La volonté, Je vais le faire. La volonté du collège est bien de pérenniser cette salle à longue échéance. Tout à fait. On reprend l'ordre, donc le PV de la séance précédente. Est-il des questions ou des remarques? Moi, j'ai juste fait une remarque directement, mais puisque c'est OK, je t'enverrai le mail, et donc c'est pas de souci pour moi. Complément d'intérêt, pas de souci. Moi, je m'abstiens, j'étais absent. Sinon, unanimité? Ok, merci. Le point 2, le groupe d'action locale Pays des Cadres, approbation de la candidature stratégie de développement local 2024-2027. Donc, je vous propose de céder la parole à M. Olivier Servet, qui va nous présenter la candidature du GAL pour les 3 années prochaines. Vous parlez fort. Vous parlez fort. Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous présenter de manière rapide et succincte, parce que je pense que vous avez entendu beaucoup sur les devant vous. La candidature qui a été déposée donc, vers le 21 avril, puisque c'était les délais qui nous étaient imposés par la région. Donc on a tout été déposé par l'ASB du Pays des Quatre Bras, avec le soutien des communes partenaires et de l'ensemble de son partenariat, puisque le GAL est un partenariat public-privé qui associe une série de forces vives, d'associations, de citoyens, d'acteurs économiques dans sa gestion. Et donc, le travail que je vous présente aujourd'hui, en fait, est le résultat de réflexions menées par une 50aine d'acteurs, dont un certain nombre d'entre vous ont participé à diverses réunions. On voit certaines têtes ont participé aux ateliers et à l'Assemblée générale qui a finalement sélectionné les projets, les propositions. Donc, autour de 5 axes qui avaient été identifiés comme des grands défis à relever sur le territoire des 3 communes, donc Genappe, Luynes, la ville et Montpellier. Et les 5 axes, c'était un axe en termes de défis en matière d'énergie et de climat, ce n'est pas très étonnant vu la conjoncture actuelle. Un axe en matière de culture et de loisirs, un axe en termes de cadre de vie, donc l'environnement en général, qu'il soit bâti ou naturel, un axe en matière de relocalisation et d'autonomie alimentaire, et enfin un axe de cohésion sociale. Sur base de ces axes-là, d'un certain nombre d'objectifs qui avaient été identifiés par ces acteurs, un appel à pré-projet a été lancé début janvier et a récolté un grand succès. Beaucoup de propositions d'ailleurs émanées de citoyens, du mouvement, de la commune, même du CPS de Villers-la-Ville. Donc on a plus de 100 propositions, 100 pré-projets. Donc ce sont des personnes qui ont pris la peine d'identifier des actions concrètes à mener sur le territoire pour relever les défis qui avaient été identifiés. Et donc sur ces 100 propositions ont été analysées par l'Assemblée générale du GAL, dans lequel les représentants communaux et associatifs ont participé à ce travail. Et on a retenu, on va dire, une grosse vingtaine qui sont considérées comme prioritaires, aussi en fonction des moyens qui étaient disponibles pour cette candidature. Et ces 20 projets, ces 20 derniers projets, ont été ensuite structurés autour de 7 projets thématiques que
je vais vous présenter très brièvement. Donc, des projets en matière d'agriculture sur le volet biodiversité et un autre volet sur le volet alimentation des filières alimentaires, un volet sur l'énergie, on va y revenir, un autre volet sur la mobilité principalement la mobilité des jeunes, un volet sur le tourisme autour de la randonnée, un axe sur la culture et la convivialité, et enfin un axe sur la place qu'on peut occuper, que pourraient jouer les jeunes sur le territoire, aux adolescents. Alors l'ensemble de ces projets, si la candidature est retenue par la région, aujourd'hui on a déposé une candidature, on demande aujourd'hui l'accord formel du conseil communal sur cette candidature et sur son financement futur. Cette candidature a été déposée et une réponse est attendue au niveau de la région pour l'automne, septembre, octobre. Il y a une date précise qui est annoncée. Donc tous les gars candidats ont postulé et un certain nombre de gars, une vingtaine de gars, a priori, sur les 23 candidatures, seront retenus par le gouvernement wallon pour débloquer des fonds européens et des fonds wallons. Européens qui viennent de la PAC, deuxième pilier de la PAC, qui soutient des projets en dehors de la production agricole, des projets de développement rural de manière générale. Alors, si ces projets sont retenus, le programme de travail, ça, on voit rien, je pense. Les projets s'étaleront de 2024 à 2027, certains projets sur 2 ans, des projets sur 3 ans, des projets sur 4 ans. Donc, l'idée, c'était d'obtenir une enveloppe budgétaire permettant de financer 3 à 4 équivalents temps plein répartis sur les différents projets et sur les différents partenaires. Il faut savoir que ce n'est pas le GAL qui va porter tous ces projets. Si je reviens sur la diapositive précédente, le GAL aura en charge en particulier les axes plutôt autour de l'agriculture et du tourisme. Tout le volet culturel et de cohésion sociale sera porté par le 38, qui est un fonds culturel régional. Le volet mobilité par une jeune petite ASB que vous connaissez, je pense déjà, de Maillon, qui est actif sur l'ensemble des communes et qui a son siège à Roosevelt sur le Ravet, et le volet énergie par une jeune structure aussi qui a son siège à Boupoigne en matière de biomasse et de chauffe du bois, la coopérative Green Deal. Voilà, donc c'est le projet pour un budget total, c'est ce qui est sollicité, 1 785 000 €, donc réparti sur les différents projets. Donc le financement qui est sollicité, c'est un financement de 10% par les 3 communes via une subvention annuelle de 14 155 € pendant 4 ans. Alors les projets en matière d'agriculture, un premier volet concerne le soutien à la biodiversité et aux pratiques agricoles innovantes favorisant la biodiversité, l'éclairage du carbone au niveau de la plaine agricole. 70% du territoire est couvert par la plaine agricole, donc c'est un enjeu important, et ce, à travers la mise en place d'un état des lieux, identifier quelles sont les zones les plus importantes à restaurer en matière de biodiversité, la mise en place d'une plateforme et d'une offre de services proposée par un ensemble de partenaires qui vont pouvoir apporter des aides très concrètes, du soutien très concret auprès des agriculteurs qui ont envie de s'engager vers une forme de transition dans leur pratique. Ils y sont d'ailleurs quasi obligés, en fait, par cette nouvelle PAC qui a rajouté toute une série de contraintes complémentaires et qui n'est pas sans poser un bon nombre de questions. Il y a, je pense, une manifestation très prochainement à la Namur, parce que c'est la semaine prochaine, je ne sais pas, sur la problématique de l'érosion, parce que les contraintes qui sont imposées dans cette PAC sont vraiment très complexes. Donc une offre de services auprès des agriculteurs. L'objectif est d'essayer d'accompagner un tiers des agriculteurs du territoire, c'est ce que les partenaires se sont fixés dans l'objectif, entre autres à travers l'implantation de haies, de banques de faune, de banques de flore, le travail autrement, amener en tout cas d'autres pratiques au niveau du travail du sol, des essais en ferme, des campagnes de plantation de haies, la mise en place d'indicateurs de biodiversité dans nos fermes, et quelques actions orientées vers le grand public pour faire comprendre aux citoyens l'effort que font les agriculteurs en matière de biodiversité. En matière alimentaire, l'idée, l'objectif, c'est de favoriser les synergies entre les producteurs et les transformateurs, que ce soit pour alimenter à
organisé un marché itinérant sur les trois communes. Et donc, chaque saison, le marché se déplacera sur les trois communes pour présenter leurs produits locaux. Parce qu'on a cet avantage sur le territoire d'avoir une grande diversité de producteurs qui sont lancés dans la transformation. Et bien que la ville n'a pas à rougir de la diversité de ses artisans et de ses producteurs. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer la connaissance et la promotion de cette offre locale. Et ça, c'est un projet qui émane des 3 PCDR, des 3 CLDR, donc les commissions locales de développement rural, auxquelles ces entreprises ont participé. Alors, sur le volet tourisme, l'objectif, c'est de renforcer encore la vocation de randonnée du territoire à travers le développement de différents produits touristiques et outils de découverte. On pense entre autres à la mise en place d'un réseau point de pédestre. Vous connaissez tous le réseau point de vélo, qui est balisé ici par la province de Brabant-Wallon. Donc l'idée, c'est de mailler l'ensemble de l'offre pédestre, donc des circuits actuels existants des 3 communes, dans un réseau plus cohérent, permettant vraiment de créer des cadres, un carrefour de la randonnée à 2 pas d'une série de villes proches qui sont en recherche de ce type d'activité, tout en gérant également la question de la cohabitation de ces usagers sur cette offre en randonnée. C'est également l'idée de développer sur le territoire, on va débuter la possibilité d'installer des aires de bivouac permettant aux randonneurs de pouvoir planter leur temps en toute qualité, passer toute nuit sur le territoire. Donc, on parle de plus de 2 ou 3 heures de bivouac. C'est la mise en place de chasse au trésor à vélo, la création de circuits découvertes de patrimoine de paysage. Et c'est également pour chaque citoyen, association est intéressée de dire est-ce qu'il n'y aurait pas un potentiel de développer un lieu, de découvrir le territoire, la nature, les savoir-faire locaux, évidemment un lieu qui est emblématique sur Villette et qui fait rêver beaucoup de monde, c'est la ferme de la Ville, dont une partie aujourd'hui est toujours inoccupée, mais qui appartient à un lieu local, qui est à la commune, mais qui est à la région, et donc d'essayer d'amener une réflexion en tout cas pour essayer de développer un projet qui ait du sens sur ce lieu qui est incroyable. Donc on est sur une étude de faisabilité à ce stade-ci. Voilà. Sur le volet énergie, les projets retenus servent principalement la promotion de la filière de production de biomasse agricole. Et la valorisation, c'est de tout ce qui est le taillis, les déchets de taille, les déchets produits par les communes, produits par les entreprises de parcs et jardins, pour alimenter des chaufferies de bois. Donc les premières chaufferies commencent à s'installer sur le territoire. La commune de Villette essaie de réfléchir à l'installation en remplacement, en substitution de chaufferie actuelle au gaz et au mazout. Et donc l'idée, c'est de vraiment travailler sur la mise en route d'une filière de production de ces plaquettes forestières, donc ce sont des gros copeaux de bois qui peuvent être séchés, qui peuvent alimenter après des chaufferies pour dépendre de ces gaz, de ces combustibles fossiles et alimenter des grands bâtiments qui aujourd'hui sont difficiles à chauffer ou à isoler. Donc voilà, travailler sur la filière, donc au niveau de la production, au niveau du séchage, en collaboration avec les futurs usagers et les agriculteurs. Donc ça fait le lien avec évidemment le premier projet. Donc, si on plante des haies, c'est avoir avec l'objectif de pouvoir récolter la matière pour pouvoir justement avoir une finalité économique. C'est pas les haies juste pour les haies, juste pour la biodiversité, c'est d'essayer d'avoir aussi une valorisation économique. Sinon ces haies ne peuvent pas le jour s'il n'y a pas une vocation économique derrière. Les agriculteurs ne passeront probablement pas à l'acte. Voilà, donc l'étude de faisabilité pour installer une plateforme de séchage sur le territoire. Les premiers tests sont déjà en cours dans une ferme de jeu qui se printemps. Alors, c'est continuer à informer sur le potentiel de chaufferie de bois, de réseau de chaleur à l'échelle du territoire, des communes, des agriculteurs, des collectivités. En parallèle, c'est la mise en place de quelques chantiers de formation à l'isolation écologique des toitures. L'idée, c'est de pouvoir donner des formations aux citoyens qui ont envie d'isoler, qui souhaitent isoler eux-mêmes leur toiture, de le faire correctement, parce que maintenant les primes sont également accessibles aux autres constructeurs, en leur donnant des outils à travers des chantiers
dernier axe sur la mobilité, c'est de pouvoir également réaliser ce qu'ils ont appelé des cartographies sociales. Donc, dans certains quartiers du territoire, de pouvoir sonder les habitants pour identifier à l'échelle d'un quartier quels sont les freins, les leviers qui pourraient être levés et mis en place pour améliorer la mobilité, pour échanger des itinéraires aussi entre citoyens. Voilà. Sur le volet culture, cohésion sociale, je vais terminer par ces deux volets. Deux projets complémentaires. La CLAC, donc projet porté par le 38, le pôle culturel de Genève, qui propose en fait de favoriser la coopération locale artistique des citoyens à travers des actions culturelles au cœur des villages et à travers un soutien au secteur associatif du territoire. On a un secteur associatif qui est riche, qui est diversifié, et qui est parfois on va dire vieillissant, c'est pas péjoratif, avec la nécessité de renouveler aussi les équipes. Donc il y a des demandes, d'une part pour mettre en place des actions culturelles au cœur des villages, dans des lieux de patrimoine, dans des lieux aussi agricoles. On a l'expérience de passer des fermes en fait. Donc mettre en place des activités culturelles dans le cœur des fermes, c'est des choses qui pourraient être envisagées. Donc à travers la diffusion de spectacles de création artistique, des ateliers créatifs, des animations spécifiques dans ces villages. Et avec un focus particulier en termes de médiation, on pense à aller chercher, c'est leur objectif, c'est d'aller chercher des publics qui ont des besoins spécifiques, des publics plus âgés qui aujourd'hui ne font pas l'effort, ne font pas la démarche, parce qu'ils se disent que ce n'est pas pour eux, d'aller voir un spectacle. Donc l'idée c'est vraiment de travailler avec les associations du village pour aller chercher peut-être des personnes qui restent seules chez elles, qui n'oseraient pas sortir, qui n'osent pas accompagner, des publics qui sont précarisés, qui ne se sentent pas non plus concernés, en tout cas à l'aise à participer à ces activités culturelles. Le axe sur le soutien au secteur associatif, on a évoqué l'organisation d'un salon des associations à l'échelle du territoire, la mise en place d'outils de communication pour permettre aux associations de faire connaître leurs activités sur le territoire, le soutien aux associations ou aux collectifs d'artistes dans la mise en place de leurs propres projets. On pense entre autres, il y a une proposition de la mise en place d'un petit ciné-club citoyen au niveau pour le moment je pense que les contacts ont des citoyens, un programme, un ciné-club de manière régulière dans un lieu universel, de pouvoir soutenir ce genre d'initiative sur le territoire. Et dernier volet, c'est le soutien à la dynamique jeunesse, le soutien qui est déjà entamé depuis 4-5 ans. D'ailleurs, il y a un prochain événement, c'est à Michel, moi c'est le 7 juillet, donc un festival porté par un groupe de jeunes qui se réunit à Villers, Nicalos, qui se réunit depuis je pense un an ou deux, et qui sont avec cette idée de développer un festival autour du délire, de l'humour, qui se déroulera donc le 7 juillet à la nuit, donc qui est soutenu par le GAN de Centre culturel. Donc l'idée c'est de pouvoir continuer cette dynamique-là à travers deux axes, le soutien aux initiatives jeunesse via la mise en place d'un budget participatif. Chaque année, un budget sera alloué à des projets portés par des jeunes du territoire et qui seront sélectionnés également par un jury composé de jeunes. Donc voilà, on est dans l'enveloppe de X milliers d'euros qui peuvent être attribués à des projets portés par des jeunes. Donc les jeunes veulent faire vos propositions et on vous aidera à la mettre en place financièrement et d'un point de vue pratique. Ça c'est un axe. Et le deuxième, c'est de poursuivre le soutien au secteur jeunesse à
Oui. 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 Le point 3, l'enregistrement institutionnel, rapport annuel de rémunération de l'année 2022. Donc, on va approuver ce rapport. Y a-t-il des remarques ou des questions? Michel. Oui. 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 Et oui. Est-ce que nous pouvons... Ah non, c'est bon. Il y a la famille d'église Saint-Laurent de Mellery, il s'agit d'une information concernant la fabrique d'église et l'élection du président, secrétaire, trésorier et membres. Donc la fabrique nous informe qu'ont été élus Marie-Martine Liénard en qualité de président du conseil, Olivier Caton-Louillard en qualité de secrétaire du conseil, Marie-Martine Liénard en qualité de membre du bureau des mariés, et de la résolution du bureau des mariés du 4 avril 2023 de nomination de Madame Liénard Marie-Martine en qualité de président, M. Caton-Louillard Olivier en qualité de secrétaire et M. Frédéric Dessy en qualité de trésorier. C'est une information. Alors, les comptes regroupés, les Jean-Pierre de Brasseur, on considérera que Jean-Pierre se retire pour le point numéro 6. Donc, le compte de la famille d'église Saint-Laurent à Mellery, qui s'établit avec un excédent de recette de 14 031,90 €, avec une participation communale de 3 517,46 €. La fabrique d'église de Tilly, Jean-Pierre Reculard. Un excédent de recettes de 15 943,22 € avec une participation communale de 6 788,87 €. Et le compte 2022 de la fabrique d'église de Marvizou, qui se termine par se clôture avec un excédent de recette de 15 401,88 € avec une participation communale de 7 571,21 €. Y a-t-il des remarques? Non, à Michel. Oui. 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 Abstention. Oui. Oui. Abstention. Oui. Et oui, le point 9 dès lors. Le compte annuel pour l'exercice 2022, règlement budgétaire pour le résultat bilan. Donc, au niveau du résultat, le résultat comptable de l'exercice pour l'année 2022, on est assez content de vous annoncer donc un bonus de 384 000 €. Excusez-moi, j'ai un bonus. Au niveau du service ordinaire, le service ordinaire est un résultat comptable, mais qui n'a pas beaucoup de sens, 310 000 € étant donné que sur des amortissements sur plusieurs années. Bref, c'est une année qui se termine avec un bonus quand même conséquent et qui sera réinjecté dans les mois suivants au niveau de la modification budgétaire. Y a-t-il des remarques ou des questions sur le compte? Oui. Oui, mais c'est pas vraiment une remarque, c'est juste que je signale que nous allons nous abstenir parce que nous n'avons eu pas les deux le temps de lire correctement le compte et donc voilà, c'est pas du tout par rapport au travail qui a été fait, c'est juste une abstention parce qu'on n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance. Michel. Oui. Abstention. 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 Et oui, la modification budgétaire ordinaire et extraordinaire numéro 1, y compris l'injection des résultats des comptes 2022 dans l'exercice 2023. Donc on vous propose en prévision de recettes, comme j'avais dit en début de séance, en début de l'année, c'est un budget, c'est le premier budget qui dépasse les 15 millions d'euros. On vous propose un boni à l'ordinaire, on prévoit un boni à l'ordinaire de 70
les investissements que nous avions prévus et que vous avez, je suis sûr, eu le temps de regarder, notamment les plans PIC et PIC-Massy et un certain nombre d'adaptations en ce qui concerne par exemple le quartier Saint-Roch à Sarlavagui. Quelques aménagements encore de vie transversale dans les rues d'entité pour éviter les coups. Un élément aussi qui revient, c'est l'entretien extraordinaire de l'éclairage public qui permet de faire des économies en termes d'installation de LED. Donc pour le reste, j'en ai dit, ce sont des adaptations par rapport aux projets que nous avons déjà tous votés ici ou ceux que nous avons prévus dans le cadre de l'Olympique ou PIC-Massy. Vous avez remarqué des questions? Oui. Oui, bah, en effet, c'est attendu, je vais dire, comme modification budgétaire. On a juste remarqué l'augmentation du CPS, mais on était déjà au courant par notre conseiller. Et donc, bah, c'est juste pour expliquer notre vote. Donc, les modifications ne sont pas de nature à nous faire être soudain d'accord avec la politique que vous menez. Et donc, on va dire non, comme on dit non au budget de manière générale. C'est dans toutes les communes comme ça. Donc, Juste, c'est vrai, j'ai oublié de le signaler, et vous faites bien de le dire, l'augmentation des coûts du CPS pour des raisons de crise économique, donc on monte de 128 241,83 €, c'est-à-dire que nous arrivons à un montant total de 1 936 000 €, 1 937 000 €, de façon à ce que le CPS puisse fonctionner sans aucune difficulté. C'est malheureusement le lot de l'ensemble des CPS de ce pays. Michel. Oui. 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 Non. Non. Abstention. 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 Oui. 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 Alors, le point 11. Pour l'opération de développement rural, je ne citerai aucun nombre, il y a un certain nombre de démissions et de remplacements pour votre dose. Donc, il y a 4 membres qui prenons acte de leur démission et on les remplace par 4 autres personnes qui étaient dans la réserve de recrutement telle que nous l'avions prévu à l'origine. Pas de questions par remarque? Oui. Si, je voulais simplement poser une question sur quelle base ces personnes ont été sélectionnées. C'est la réserve de recrutement telle qu'elle était. Oui, mais il y en avait plus que 4 dans la réserve de recrutement. Je ne saurais pas dire tout ça. Franchement, je ne saurais pas. Peut-être que Philippe veut répondre. Il fallait la délégation par rapport à ceux qui étaient démissionnés. Oui. En fait, c'était des personnes qui étaient intéressées, qui apportaient des profils valables et d'opinions différentes. Donc, on n'a certainement pas regardé ces gens, par exemple, des personnes, je ne sais pas le nom, mais qui travaillent au tech, par exemple. Il y a des personnes qui peuvent amener des profils qu'on n'avait pas, tout simplement, et on a aussi essayé de prendre des personnes d'opinions différentes, mais qui sont pragmatiques. Ok, merci. Michel. Ah, pardon. Oui. 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 Le point suivant est une modification d'abri communal au niveau du chemin d'Attail, pour le numéro 48 50 52 54. C'est dans le cadre d'un permis d'urbanisme pour lequel il y a donc une cession gratuite du long de terrain le long de la rue au droit des parcelles concernées pour augmenter la largeur totale du passage de la voirie. Et donc on passe de 3,40 m à 6 m. Il faut savoir que le chemin tailloté était particulièrement étroit. Et donc on augmente la rue. Et surtout, c'est l'aménagement aussi d'une voirie carrossable d'une largeur de 4,50 m et d'un trottoir d'une largeur d'1,50 m. Oui.
Oui, donc en fait le point ici c'est la modification de voirie, mais la modification de voirie est liée à un projet urbanistique. Et donc voilà, la modification de voirie en tant que telle, bah, ma foi, c'est vrai que c'est sans doute plus agréable pour les riverains si c'est un peu plus large. Maintenant, nous, on a des doutes sur la pertinence du projet immobilier en tant que tel, puisqu'il s'agit de villas, en fait, 4 façades, qui empiètent en partie, qui vont empiéter en partie sur des terres agricoles. Et donc, on nous avait dit que vous voulez construire sur du terrain agricole. C'est pas moi qui le fais. Et alors, donc voilà, nous, c'est ça qui justifie, on est encore dans une logique d'étalement urbain, en fait. C'est un peu contraire à ce que la région est en train de mettre en place. Bien sûr, ce genre de construction est toujours autorisé, donc je ne vais pas dire que ce n'est pas autorisé. Mais nous, on a des doutes sur le projet urbanistique de manière générale, et donc on va s'abstenir sur le point, parce que vraiment c'est un point qui est lié en fait au permis d'urbanisme, puisque c'est obligatoire de passer par là pour avoir le permis derrière. Alors, je vais quand même corriger ce qui a été dit, parce que sur ces terrains, il n'y a pas 1 mètre carré de terrain agricole. C'est du terrain à bâtir. Et donc, j'aime bien que vous fassiez la confusion entre le plan de secteur et la zone agricole. Je peux vous dire qu'il n'y a pas 1 mètre carré de zone agricole qui est transformé en zone à bâtir au niveau de la commune. Ça n'existe pas. Il n'y a eu aucune modification du plan de secteur. D'une part. Deuxièmement, il y a quelque chose qui me révolte. Ça veut dire, en clair, que parce que ce terrain a été cultivé, parce qu'il n'était pas laissé en friche, des personnes qui ont acheté des terrains à bâtir, cher et vilain, bien plus cher que de la zone agricole, des personnes qui ont payé le droit de succession, le cas échéant, sur des terrains qui sont à bâtir et non pas des terrains agricoles, des terrains en zone agricole, devraient être dépourvus de leurs biens pour ne pas pouvoir construire. Je trouve ça scandaleux. Si vous avez dit exactement que c'était des terres agricoles. Non, ce ne sont pas des terres agricoles, c'est du terrain à bâtir. Au plan de secteur, c'est très clair. Si c'était du terrain agricole, il y a juste un agriculteur qui pourrait construire dessus, le cas échéant, dans l'intérêt, dans son métier. Pour le reste, c'est de la zone à bâtir. Ok, donc je propose qu'on modifie du coup le projet de délibération, puisqu'il est noté « Considérant que le bien se situe en zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres de profondeur depuis la voirie, puis en zone agricole au plan de secteur de Nivelles, adopté par arrêté royal du 1er décembre 1981. » C'est très très bien. C'est la zone. C'est bien. En zone. C'est donc bien la zone. Et merci de cette confirmation. Vous parlez tous les deux ensemble, on ne comprend rien. On est bien sûr, on est dans une zone à bâtir. C'est dans une zone à bâtir, zone d'habitat à caractère rural sur les 50 premiers mètres. Et donc, dans la réglementation aussi au niveau de l'urbanisme, les gens ne pourront pas construire dans la zone à l'arrière, et ce sera leur jardin comme tout un chacun. Je suis certain que votre habitation à chacune et chacun est en zone à bâtir et que l'arrière de vos jardins sont en zone agricole, forestière et ce genre de choses. Moi-même, personnellement, sur cette maison qui date de 1800 et quelques, je suis en zone agricole, mais je suis agriculteur. Oui, d'accord. Donc, je ne parlais pas des 50 premiers mètres, mais de la suite. J'entends bien qu'il y a toute une série d'habitations qui sont plus anciennes, où c'est le cas. Et par ailleurs, je n'ai pas dit que c'était interdit de construire, mais j'ai bien précisé dès le départ que c'était un type d'habitat particulier. Voilà, c'est des grosses habitations, etc. Et donc, voilà. Après, on n'est pas d'accord sur le sujet, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Voilà, il n'y a pas de rétropédalage. Non, si, j'ai commencé par dire, écoutez, il y a la vidéo, on pourra tout à fait regarder, j'ai commencé par dire que c'était un type d'habitat, que c'était des villas qui sont construites là, et donc, de manière générale, l'objectif quand même, c'est d'essayer de construire moins ce type de choses, et plutôt, surtout que c'est quand même en zone où il y a quand même de l'habitat, un peu plus dense, un peu plus loin, donc voilà. Donc, il fallait, en clair, donc si j'entends bien, il fallait donc un habitat plus dense. C'est bien ça que j'entends. Parce que vous avez bien prononcé le fait, et tout le monde ici en est témoin, il y aura la vidéo, sans aucune difficulté pour dire que c'était de la terre agricole, et maintenant vous voulez nous dire que vous préfériez un habitat plus dense, comme on l'a fait un peu plus loin, plutôt que de la 4 façades. Okay.
contact. Je veux dire, il n'y a rien de secret, donc c'est mis dans le projet de délibération qu'il y a une partie qui est en zone d'habitat à caractère rural et l'autre partie en zone agricole, c'est écrit, je l'ai lu, j'ai bien entendu que vous n'avez pas envie de l'entendre, mais voilà. Et l'autre partie, oui, j'ai commencé par dire que c'était le type d'habitat, et voilà, après bon, on verra dans 10-20 ans comment on construira, mais je pense que ce sera plus... voilà. Plus quoi? Plus dense, c'est les objectifs de la région, ça c'est clair, c'est les objectifs. C'est bien la différence de philosophie que nous avons, c'est que nous ne souhaitons pas densifier. Mais oui, je sais très bien. On constate, parce que je serais curieux de savoir comment étaient les votes de la CCAT sur ce dossier, pour savoir s'il y a eu unanimité, pour savoir qui était présent jour. Ça pourrait être intéressant. Oui, bon voilà, les petits... bon, donc oui, plus dense, mais c'est les objectifs de la région en fait, hein, aussi. Et c'est tout à fait logique, parce que en fait, si je peux terminer, donc, parce qu'en fait, il y a une raison à ça. D'abord, il y a l'étalement urbain. Ça, c'est un problème qui, je pense, maintenant est connu et devrait être connu autour de ce conseil communal par tout le monde. Et ça, c'est une première chose. Et ensuite, oui, la dispersion de l'habitat, ça a des conséquences. Parce que où on met les services? Et donc, ça condamne les gens à tous avoir 1, 2, voire 3 voitures, avec des impacts sur l'environnement, des impacts sur la biodiversité de manière générale, des impacts sur le climat. Et donc, oui, si on veut faire des aménagements piétons, cyclables, avoir des transports en commun plus performants, etc., des voitures partagées, ce genre de choses, ça demande quand même un peu plus de densité. Et ça, c'est une partie des services. Après, il y a tous les services autres aussi. Il y a les services qui sont des commerces, par exemple. Où est-ce que j'installe mon commerce de manière optimale quand il y a l'habitat qui est totalement dispersé? C'est très compliqué. Et donc, oui, il y a des enjeux. Derrière les permis d'urbanisme qu'on octroie, oui, il y a des enjeux d'aménagement du territoire. Ça, c'est très clair qu'il y en a. Alors, on n'est pas d'accord, on n'a pas la même vision. C'est pas de problème. Ici, c'est censé être un lieu de débat. Donc, on doit pouvoir donner son avis sans que tout le monde rue dans les brancards en disant comme si on était des grands méchants loups. Mais bon, voilà. Donc, oui, moi, je suis là pour donner la position de mon parti, la position que nous avons en groupe, et notre position, c'est qu'aujourd'hui, les enjeux climatiques, environnementaux, économiques, de cohésion sociale, de bien-être de manière générale pour la population à l'avenir, demandent de revoir la manière dont on construit. Et l'étalement urbain, le fait de toujours grignoter, artificialiser plus de terre et plus loin, etc., ça ne répond pas à ces objectifs-là. Très bien, mais je suis le premier à respecter le débat et respecter la vie. Je constate juste que vous souhaitez densifier nos villages, densifier ces zones. Et je pense que c'est très intéressant que la population le sache dans son ensemble et que ce soit bien répété que votre groupe soutient la densification des villages. Mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, parce que je ne vais pas citer de nom, mais vous avez un représentant à la CCAT qui, sur le dossier, a voté pour. Parce que la décision de la CCAT est à l'unanimité de mon présent et que votre représentant du groupe écolo était bien présent. Oui, mais alors, puisque je savais bien que vous alliez le faire, je commence à vous connaître. En fait, notre mode de fonctionnement est peut-être un petit peu parfois différent. Donc, les personnes qui ont des mandats dérivés externes, ils vont librement et votent tout à fait librement. Et quand on vient ici, on défend la position du groupe. Et donc le groupe, c'est plus qu'une personne. Donc potentiellement, les débats internes que nous avons, on appelle ça la participation, pour information. Donc la participation que nous avons entre nous, et y compris aussi parfois avec des citoyens qui ne sont pas membres, mais qui nous interpellent et avec qui on discute des projets, a fait que la position que nous défendons aujourd'hui, c'est que, voilà, je l'ai énoncé, je ne vais pas recommencer, voilà, c'est très clair. Je veux juste rajouter, voilà, il y a un gros débat sur le futur schéma de développement territorial, madame la présidente ici, qu'il y aura le schéma territorial, et ça nous va amener des zones de centre auxquelles on va justement augmenter la densité, on ne va pas répondre. Que déjà notre schéma de structure, quand je compare le schéma, le futur schéma de développement territorial, et si vous demandez, c'est des zones bizarres dans les zones extérieures. On répond déjà à ce projet depuis 2 mandats. Deuxième chose, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le gouvernement en place avec les zones. Il y a eu des catastrophes qui a au bout de la mairie, où là, on est encore pardon, parce que le projet était bien. Je vous remercie de ce changement. On n'a aucune continuité scientifique.
Oui, pour info, c'était un projet à 10 minutes de la gare et c'est relativement quand même... Enfin voilà, on ne va pas discuter de ce projet-là. Juste, on va peut-être pas refaire le débat sur le tandem. Enfin voilà, on peut recommencer, on peut redéposer un fois, etc. Il n'y a pas de souci. Mais donc, j'entends bien ça, ces questions-là. Mais je pense que voilà, notre position, là, on l'a donnée. J'entends que ça ne plaît pas ou que ça fait plaisir parfois aussi, hein, mais je pense que ce n'est pas un secret. Et quant au fait du schéma de structure, eh ben, nous, on est très intéressés à l'avoir, ce schéma de structure, mais à ma connaissance, il y en a un qui a été discuté et qui n'a... Donc, donc, à ma connaissance, vous avez à un moment donné travaillé sur votre schéma et il n'est jamais passé en conseil communal. Mais donc, en fait, maintenant, vous dites que vous vous appuyez dessus, ok, mais pourquoi est-ce qu'il n'est jamais passé en conseil communal? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas, voilà, du coup, public? Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas accès? Le schéma de structure a été établi entre 2006 et 2012. En collège avec d'ailleurs au Joël Delmerer, on peut le citer, parce que de toute façon, c'est public. La volonté à l'époque, c'était clairement de donner des lignes directrices sans s'enfermer dans un canevas, comme certains peuvent le faire. Et donc, ces lignes directrices, depuis l'époque, elles sont maintenues par le collège en termes de densité, sauf cas exceptionnels ou cas particuliers pour lesquels il y a des éléments objectifs, je peux le dire. Mais en tout cas, quelque chose sur lequel on s'oppose, c'est justement cette densification, et c'est ce qui nous sépare. Mais c'est un constat. Et j'ai envie de dire, je respecte totalement le point de vue que je comprends, qui intellectuellement a du sens, mais il y a juste le respect dans l'autre sens, que notre point de vue et notre volonté de ne pas densifier nos villages est aussi un point de vue que nous voulons maintenir et que nous voulons respecter. Et je pense qu'il est très majoritairement souhaité par la population. Oui, mais voilà, là, il n'y a pas de souci, tout à fait, c'est un projet politique différent, et c'est bien pour ça, et c'est bien parce que c'est une des premières fois dans ce conseil communal qu'on a un vrai débat politique, en fait. Mais par contre, et tout à fait, vous avez raison, vous avez votre avis, et c'est très bien, mais sur le schéma de structure, est-ce que c'est du coup possible que les conseillers aient accès? Parce que, en fait, normalement, la procédure normale, c'est quand même qu'on le fait, puis qu'on le fait passer en conseil communal. Alors, évidemment, après, ça devient un cadre. Bah oui, c'est le principe, en fait. Mais donc, j'ai bien compris que vous n'aviez pas fait passer le cadre en conseil communal pour que le cadre ne soit pas un cadre, en fait. Enfin, en tous les cas, qu'il soit peut-être là de manière informative, etc., consultative pour vous, ligne directrice, etc., mais qu'il ne soit pas un cadre qui s'applique absolument et donc qu'il faut respecter. Et donc, est-ce que nous pouvons avoir accès à ce document, en fait? C'est la question. L'état des lieux disponible ici, le service juridique, sans beaucoup de difficultés, ou dans les archives, vu que c'est quand même, ça date il y a quand même une dizaine d'années. Ok, donc on pourra venir le consulter, c'est ça. Prendre rendez-vous avec le service juridique, sans aucune difficulté. Il est à disposition. Merci beaucoup. J'en reviens donc, parce qu'ici c'était bien le décret Ouari qui s'appliquait, donc je pense que le débat a été suffisamment établi. Anne-Michel. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Et oui. Est-ce que vous acceptez que je coupe les points 13, 14, 15 et 16 qui sont les points portés à l'ordre du jour de RES, l'ISBW, DCCA et l'INBW? Oui. Oui, mais nous, on allait s'abstenir pour l'ISBW, donc si on peut juste nous faire nous abstenir et expliquer pourquoi. Je vais proposer sur l'ISBW, un vote séparé sur l'ISBW. Oui, mais enfin, moi, je peux juste expliquer vite et que le mettre... On va faire un vote séparé sur l'ISBW. Alors, je propose, est-ce qu'on peut voter pour les points 13, 15 et 16? Michel. Oui. 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 Et donc, on va revenir au point 14 pour les points portés au jour de l'Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2023. Madame la Présidente. Oui, donc on s'était déjà abstenu l'année passée et on va maintenir la même position.
pas par rapport à ce que l'intercommunal fait en soi, qui est très bien, d'ailleurs qui a été utile, puisque je pense que c'est en septembre 2022, enfin sans doute avant, où le service des accueillantes du CPS, accueillantes à domicile, n'avait plus que 3 accueillantes et donc n'avait plus la possibilité légale d'exister pour l'ONE, en fait. L'ONE met un nombre minimal, et donc le nombre minimal n'étant plus atteint, le service devait fermer. Et je pense que l'ISBW a repris, en tous les cas partiellement, et donc voilà, je pense que l'utilité de l'intercommunal n'est pas à démontrer, donc c'est pas du tout pour ça qu'on s'abstient. On s'abstient parce que sa situation financière reste précaire, qu'il y a du travail qui est fait en interne, il y a des analyses qui ont été faites, il y a des recommandations qui sont en train d'être mises en œuvre, mais notre vote, c'est plus d'alerter, et notamment en prenant la parole ici, sur le fait que cette situation-là, elle reste précaire et qu'il y a un refinancement de l'ISBW qui devrait quand même, à un moment donné, se faire si on veut que les activités perdurent. Et on a vu que là, c'était vraiment... voilà, ça a été très utile à un moment donné pour Villers-la-Ville. On imagine les difficultés pour les parents s'ils avaient d'un coup perdu toutes les places d'accueil parce que le service fermait. Donc voilà, c'est la justification de notre vote, c'est vraiment sur la question de alerter sur le refinancement nécessaire de l'ISBW. Ça fait 22 ans que je suis ici. Le débat sur l'ISBW est toujours le même. Sur le financement de l'intercommunal, mais nous serons quand même d'accord sur le fait que l'intercommunal social de Roland n'a pas vocation à faire des bénéfices et que donc, de facto, sa situation sera toujours difficile et précaire. Et c'est pour ça que, même si, à titre personnel, et à titre personnel seulement, j'ai parfois été réticent par rapport à l'ISBW, je maintiens que c'est un intercommunal qui a un rôle remarquable et que donc, le fait que sa situation financière soit difficile, cette situation financière sera toujours assumée à un moment ou à un autre par la province. En tout cas, avec la majorité telle qu'on les connaît. Anne-Michel, sur l'ISBW. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Oui, le point suivant, c'est un retour, c'est de nouveau une autorisation pour le cours d'utilisation de bodycam par les policiers en intervention. Et donc, nous avons fait une analyse qui a été faite par le RGPD. Et cette analyse vous est parvenue en date du 24 mai 2023, donc il y a eu de renouveler l'autorisation à la zone de police. Oui. Oui, donc en fait, juste faire passer un message, on prolongera l'expérience, voilà, c'est pas ça le point, mais donc en fait c'est quelque chose qu'on a autorisé ici au Conseil il y a 2 ans. Et donc là, on a le rapport qui est une évaluation de risque sur la question RGPD, comme vous l'avez dit, monsieur le bourgmestre. Et donc ça, c'est très bien. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas une évaluation de comment ça se passe sur le terrain. Et donc voilà, ce serait intéressant d'avoir ça. Alors on aurait bien demandé à notre conseiller au conseil de police, mais malheureusement, il est parti dans notre groupe et on n'a pas su récupérer le mandat. Donc voilà, peut-être si vous pouvez faire passer le message, je pense que ce serait bien d'avoir à un moment donné, pas seulement le texte obligatoire, voilà, comme on a ici dans le rapport, dans le dossier, mais aussi peut-être une évaluation de comment ça se passe sur le terrain pour les policiers et éventuellement aussi pour les personnes. Voilà. Je vais vous rassurer quand même, parce que même si le représentant de votre groupe a changé de côté, passé de la minorité à la majorité, je vais vous rassurer sur le fait qu'il y a encore des conseillers de police écolos d'autres communes, donc les informations peuvent vraiment facilement arriver à vous dans ce cadre-là. Et moi, je fais quoi alors? Je suis pas socialiste, moi. Tu viens chez nous, hein? Ben, ouais. Ouais, mais bon, ce serait quand même. L'ancienne bourgmestre de Wanda. Oui, Laurence, je connais très bien, mais c'est quand même triste et grave que l'opposition d'une commune n'ait pas un contrôle démocratique sur la zone de police, sur sa propre zone de police. Voilà. Il fallait
c'est, voilà, moi, je peux te dire que ce que la tutelle a établi, et le cas échéant, rien n'empêche de faire poser une question au niveau du conseil de police, mais ce sont des questions à poser au niveau du conseil de police, et pas au niveau du conseil communal, puisqu'il y a un certain nombre d'informations que je ne peux même pas dévoiler ici. Il y a la légalité, la légitimité d'une décision. Sur la différence, c'est pas très légitime. Mais légal. À Michel. En positif ou de légitime? Oui. 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 Oui, le point suivant concerne la prise en charge sur fonds propres de 24 périodes pour les scolaires 2023-2024. Comme les années précédentes, vu malheureusement la situation telle que nous la connaissons et la mauvaise répartition des classes que nous avons dans nos différentes écoles. Nous avons évité des classes de 28 élèves, 27 élèves, 40 élèves, 26 élèves, 36 élèves et 25 élèves pour pouvoir solutionner cette surpopulation à certains endroits et parfois une sous-population dans certaines classes par ailleurs. Oui. Oui, mais déjà merci aux directrices qui ont fait une demande, et donc on a eu dans le dossier, parce que la première fois que ceci avait été autorisé, l'engagement sur fonds propres d'un temps plein enseignant, en fait, nous nous étions abstenus parce qu'il n'y avait pas d'infos. Là, on a les infos, donc déjà ça c'est très bien. Donc merci pour ça. Et par contre, voilà. Par contre, petite remarque, c'est que moi je l'ai su en fait par l'école, puisque mon fils est concerné. Donc je pense que ce serait quand même bien d'essayer de faire passer les décisions au conseil communal avant de les appliquer, juste histoire de faire semblant qu'on est encore plus ou moins, voilà. Alors, excusez-moi, mais la personne ou les personnes, parce que c'est deux débutants, ne sont pas encore engagés. La seule chose, c'est que les directions veulent savoir, parce que les parents veulent savoir comment vont se passer les années suivantes, les parents veulent savoir comment va se passer la rentrée scolaire qui arrive ici en décembre, et que donc les informations que les directrices des enseignants donnent, ça permet d'apaiser les parents et de les rassurer pour ne pas avoir des rentrées avec des élèves de 27, 28 ou 29 élèves. Donc, mais aujourd'hui, la décision n'est toujours pas appliquée. Celle qui est appliquée maintenant, c'est la décision de l'année passée. Donc, le recrutement n'a pas lieu tant que la décision n'est pas prise. Donc, dire qu'aujourd'hui, la situation, que la décision est déjà appliquée, je m'excuse, c'est totalement faux. Oui, d'accord. Si vous comptez l'engagement, enfin encore que c'est des enseignants qui sont parfois déjà engagés, voilà, moi je sais, parce que mon fils est concerné, pour le dire clairement, mon fils est concerné, il est dans une classe où ça n'aurait pas été une classe splittée, c'est une des classes de Marbé splittée. D'ailleurs, si vous réfléchissez, vous vous dites que je suis vraiment très contente qu'elle soit splittée. Et donc, voilà, c'est pas du tout la question sur l'école en tant que telle, ou quoi, mais c'est vrai que moi je l'ai appris en recevant l'information de où mon fils était scolarisé. Donc voilà, ma remarque n'est pas du tout sur l'école, ma remarque est juste, c'est pas la première fois, il y avait eu aussi la décision sur, je réfléchis, c'était la décision sur la possibilité d'incinérer les déchets les déchets verts pour les professionnels pour des raisons phytosanitaires. C'était imprimé dans la boîte aux lettres de certains voisins, alors que, voilà, le matin, alors que c'était voté au conseil communal le soir. Bon, c'est quand même un peu... c'est un peu moyen. Je n'ai plus souvenir de cette action, mais je peux encore l'admettre. Mais ici, dire que c'était déjà appliqué, c'est faux. Que l'information soit passée au niveau des directions parce qu'elles ont fait la demande et que le collège a mis un avis favorable et que j'ai mis un avis favorable pour l'organisation et pour pouvoir préparer le dossier, parce que tant qu'on n'a pas de notre accord, ça ne va pas se passer. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas, de manière claire. Et donc, c'est logique que si maintenant les directrices, je dirais aux directrices l'année prochaine de plus informer des demandes qu'elles font, et comme ça, les parents seront un peu dans l'expectative avant la rentrée. Je pense que c'est mieux de rassurer tout le monde et de se dire que la rentrée scolaire, on ne laissera personne, ni les directions, ni nous, avec des classes surpeuplées. Je vais me rappeler aussi que le PO a 3 obligations. Fournir des bâtiments, du matériel et des enseignants. Et encore, fournir des enseignants, payés pour la communauté française, sauf ici c'est 24 périodes.
Oui, il a quand même aussi une mission en termes pédagogiques et c'est bien dommage que ce ne soit pas fait ici. Hein. Je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste en pédagogie, donc je préfère laisser ça aux professionnels et aux deux directions en qui j'ai parfaitement confiance. Anne-Michel. Oui. 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 Le point 19, je vais passer la parole au président de CPS pour la fixation du nouveau cadre du personnel. Si. Donc, la fixation du nouveau cadre, maintenant, on doit changer le nouveau cadre pour permettre au CPS d'engager un profil administratif. Et donc, il y a deux buts, deux objectifs majeurs là derrière. C'est de soulager les assistantes sociales au niveau de l'administratif qui est de plus en plus important. Et le deuxième but, en fait, c'est une vision long terme. C'est de se dire que la personne qu'on va engager va en fait remplacer la personne qui occupe la place de l'accueil pour le moment. Et lorsque celle-ci prendra sa fonction, on aura bien un candidat qui est formé et prêt à la remplacer. Des remarques ou des questions? Anne-Michel. Oui. 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 Le point 20, il s'agit donc des travaux de déplacement de poteaux du linéaire à la rue Adjudant-Cum. Comme vous le savez, les pistes cyclables sont en préparation, en travaux au niveau de la province qui maintenant ces travaux, qui s'occupe de ces travaux-là. Et il y avait toute une série de poteaux qui étaient au milieu des pistes cyclables. Et donc, au lieu de rétrécir la route ou au lieu de faire des zigzags autour des poteaux, on a proposé et on vous propose un déplacement des poteaux concernés. Et on est pour un montant de 16 577,85 €, bien compris, c'est le devis qui a été établi par ORES. Donc, de façon à avoir une piste cyclable correcte vers Saint-Étienne. Philippe, j'en prie. Précision. Je tiens à remercier sans nommer le propriétaire qui a fait ça complètement gratuitement pour la commune. Des remarques, des questions? Oui, c'est très bien de faire des pistes cyclables, mais on devrait quand même veiller à ce que les vélos roulent dessus. Parce que on a fait de belles pistes cyclables, mais moi je ne vois jamais un vélo dessus. Et ce n'est pas que moi qui vois ça. Hein. Il y a beaucoup de réflexions dans le village qui disent c'est dommage qu'on fait des belles pistes cyclables et qu'on roule par-dessus. D'autres questions? Michel. Oui. 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 Voilà qui clôture l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques ou des questions? Monsieur Wood. Je voudrais rebondir sur le point 12 puisque j'avais levé la main mais je n'ai pas pu parler. Donc pour le projet tandem au bout de la rue de Mellerie, ce ne sont pas des maisons 4 façades, ce sont des maisons 3 et 2 façades, majoritairement sur les 14 maisons. D'autres questions? Oui, Bien, finalement, ça peut en lien parce qu'on en a un peu parlé sur ce point-là. Moi, j'avais une question par rapport au SDT, donc le fameux schéma de développement du territoire. Donc, ça a été dit, je pense que c'est pour la mi-juillet, il doit être voté par les communes, c'est pas obligatoire. Donc, de facto, vu qu'on n'a pas voté, c'est que la commune est d'accord. C'est dommage, on aurait quand même pu le voter. Alors, c'était un projet, on le sait bien, assez douloureux à la région wallonne. Il a fallu concéder de part et d'autre entre les différents partis. J'aimerais juste savoir en quelques mots, je comprends que le dossier est complexe, mais est-ce qu'il sera plutôt favorable ou pas pour la commune de Villers parce que avec le risque de raréfaction de terrain à construire, on risque d'avoir encore une poussée du prix de l'habitat, là où c'est déjà cher ici. Voilà. Donc j'aimerais bien savoir s'il nous est plutôt favorable ou pas, parce que ça dépend des communes. alors, plusieurs éléments, et Marc complétera. Le premier, c'est que malheureusement, on se retrouve dans une situation dans laquelle la région wallonne nous impose dans un carcan de
délai intenable. L'Union des communes a réagi. Il y a certaines communes qui ont décidé de ne pas répondre, justement pour montrer leurs mauvaises idées. Je rappellerai aussi que il y a un certain nombre de choses, pour l'avoir un peu parcouru, mais je n'ai pas totalement lu, je ne vais pas trop de bêtises. Il y a un paquet de choses qui ne nous conviennent pas, d'une part. Mais deuxièmement, il y a une réunion le 19 et il y a la CCAT dans la foulée qui donneront leur avis. Et donc je pense que la première chose, c'est d'avoir laissé la place au débat pour ces instances avant de nous prononcer le cas échéant. Voilà la procédure veut qu'il y ait d'abord une réunion d'information à la maison d'urbanisme qui aura lieu le 19, comme Mme l'a dit. Le lendemain, c'est la CCAT qui est informée le 20, donc ça ne reste pas beaucoup de jours. C'est quand même un dossier qui fait, je pense, 200 et des pages. Oui, les costauds. Avec les autres 200 qualités qu'on a fait tantôt et tout. Donc on va voir. Voilà, mais je pense qu'on va prendre la main parce que de facto, si tu ne prends pas la main, dans les 5 ans, tu ne peux pas appliquer le schéma de développement territorial. Et donc, on va essayer de mettre nos lignes directrices tout en sachant, par contre, que les réserves foncières sur Villers-sa-Ville, ça le mise, et donc il y aura des zones de centralité qui vont être développées, mais qui, je pense, aussi sont déjà bien remplies. Voilà, alors peut-être qu'il faut revoir le plan de secteur, mais je pense pas que c'est lui, puisqu'on va. Voilà, donc il y a des zones de centralité, des gages qui sont remplies, d'autres pas. C'est déjà un peu les informations qu'on a, mais que je dois laisser la primeur aux gens de la CCAT, donc que tout le monde se mobilise dans ce sens-là pour trouver quelque chose de commun. Et on va faire 5 minutes sur ce dossier. Merci beaucoup. Et donc, sans surprise, nous ne serons pas d'accord avec une densification de nos villages. Je n'ai pas donné mon avis. Non, hein. Au cas où, on hésitera encore sur la position de notre côté. D'autres questions? Oui. Oui, c'est par rapport à la rue du Culot. La limitation de vitesse est à 30 et apparemment elle n'est pas toujours fort respectée. Et donc, ma question, c'est puisqu'on est en train de refaire dans le cadre du Pic Pimassi, c'est un des projets, et donc rue du Culot et Général Mélier, et donc est-ce que dans ce cadre-là, il y a moyen de réfléchir peut-être à des aménagements qui vont permettre de diminuer un peu la vitesse? Je pense que c'est quand même déjà, ça doit être dans les cartons, hein, je suppose, puisqu'on est vraiment à proximité d'une école, mais déjà un peu en amont en fait. Et une personne me faisait part de ce problème-là, et notamment du fait que les élèves parfois remontent du sentier qui donne vraiment sur la rue, et voilà, la cohabitation est parfois un peu compliquée. Donc c'est juste, voilà. C'est le point que c'est le point 1 du Pic Pimassi, et donc ça sera intégré dans la réflexion et dans l'analyse. Juste un petit, avant de passer la parole à Philippe, je m'excuse. Dans le cas de déviation aussi, de déviation due aux travaux sur la R275, la police a été sollicitée parce que les vitesses ne sont pas respectées par les personnes qui parlent dans la déviation. Philippe. Très clairement, dans l'étude, le bureau d'études sait très bien que c'était zone 30 et va l'adapter en conséquence. Hein. Ça, c'est quasi d'office maintenant. Et donc, vous devez bien savoir aussi que l'étude sera approuvée par rapport à la tutelle à la région Wallonne. Donc, il est clair qu'on est devant une école, et devant toutes les écoles, on va prendre les mesures nécessaires. Il n'y a aucun endroit où on ne le fait pas. Donc, ça, de ce côté-là, je n'ai aucune inquiétude. Je connais les compétences du bureau d'études. Donc, attendons qu'évidemment, qu'ils viennent avec le projet. Ils sont en train de travailler dessus. Et vite. D'autres questions? Oui. Une fois n'est pas coutume, je voulais simplement remercier l'administration de nous avoir informés qu'il y avait conseil communal ce soir, déjà le 15 mai, donc il y a un peu plus de 4 semaines. Donc, si c'était possible à chaque fois de nous avertir, dès que vous, en tout cas que les conseillers de la majorité le savent, ce serait pas mal. D'autres questions? Oui. Oui, donc vous le savez bien puisque vous étiez dans l'envoi du mail, c'est sur la question du sentier 45 à Sarre, où apparemment il y a des accrochages entre des personnes qui l'utilisent et au moins un propriétaire. Et donc, je voulais savoir si c'est là. J'ai reçu le mail, hein, donc vous l'avez reçu aussi. Je
je me suis permise de le transférer à l'agent constatateur. Je suppose que ça a été fait aussi par les services communaux pour qu'ils soient au courant de la situation, parce que moi je ne veux pas aller constater sur place. Voilà. Mais donc voilà, est-ce que vous aviez déjà connaissance de la situation et qu'est-ce qui va se passer ensuite éventuellement? Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner une information par rapport à ça? Le mail a été transféré immédiatement au niveau de l'agent constatateur et le dossier suivra son cours à ce niveau-là. Je ne sais pas, je n'ai pas vocation à m'immiscer dans les dossiers de l'agent constatateur. D'autres questions? Oui? Oui, mais alors là, c'est un truc d'actualité vraiment. On a pu lire dans le journal que le poste avancé de Tilly allait être loué à la Croix-Rouge. Et donc, c'est un peu pour savoir comment ça s'est passé, comment on a trouvé cette affectation, puisque, voilà. Et j'ai cru comprendre que c'était un bail à 10 ans, c'est ça? Donc, voilà, si vous pouvez nous donner un peu plus d'explications sur ce dossier-là. Il ne faut pas parler de bail. Les gens sérieux aussi, on fait toujours. Merci. Au niveau de... Encore un compliment de plus. La discussion a été, en fait, le bâtiment, il a été clairement subventionné pour la sécurité civile. La convention qui nous lie avec SIDECH est à dessein pour la sécurité civile. Et donc, la volonté jusqu'au bout, et en tout cas en ce qui me concerne, c'est d'affecter ce bâtiment aux pompiers, depuis toujours, et je ne désespère même pas, on peut me prendre pour un naïf, mais c'est mon job, je ne désespère même pas que le fait de l'affecter, de faire un bail avec la Croix-Rouge permettra, le cas échéant, de peut-être faciliter l'arrivée du matériel pompier et de personnes susceptibles de monter en première ligne. Alors, j'ai été contacté par la Croix-Rouge pour pouvoir aller jeter un coup d'œil aussi pour voir s'il y a le moyen de développer des activités. Et c'est le département secours de la Croix-Rouge qui est arrivé. Quelques contacts étaient arrivés préalablement et je voudrais publiquement remercier Caroline Marman parce qu'elle est volontaire à la Croix-Rouge et que s'il y a eu de l'huile dans les rouages, c'est aussi grâce aux personnes de la majorité que ça permet de faire avancer les dossiers. Donc, voilà où on en est. Quant à exactement tout ce qu'il y aura comme activité et tout ce qu'il y aura dans la convention, cette convention passera au plus vite au conseil communal de façon à ce que le développement du site soit fait. Alors, de manière très claire aussi, parce qu'on m'a fait lire tout à l'heure une ânerie qui est passée sur un réseau social, c'est de dire on aurait pu en faire une crèche ou je ne sais pas quoi. Non. Le subside de la province, il est très clair, il s'agit bien d'un projet de sécurité civile, et la convention qui nous lie avec SIDECH est très claire aussi, c'est pour un poste avancé pompier, et déjà écrit noir sur blanc à l'époque, pour dire que c'était aussi à la limite pour ramener les ambulances de Marbella, qui sont à ça, les ramener à ce niveau-là. Donc le canevas et le cadre dans lequel ce bâtiment a été conçu, subventionné et prévu sera parfaitement respecté à ce niveau-là. Mais on peut tous vraiment se réjouir, parce que là, non seulement le bâtiment va être occupé, il est opérationnel tout de suite, sans aucun problème, il y aura un loyer qui sera payé pour l'occupation, et il sera occupé par du personnel aussi, quasi en permanence. Donc ça, c'est vraiment très important et très intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer de lever la séance. Je vous remercie chacune et chacun d'être resté dans cette chaleur et vous souhaiter un excellent retour.